Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire notre symposium qui s'intitule Inégalités socio-économiques dans le développement des compétences en littératie, en numératie et en sciences, articulé des objets et des méthodes de recherche. Donc juste, qu'est-ce qu'on désigne avec ce terme d'inégalité? On désigne en fait l'inégale répartition des connaissances scolaires des enfants entre les élèves selon leur origine socio-économique. Donc je ne vais rien vous apprendre, mais on sait qu'il y a des inégalités très marquées et ces résultats sont notamment quantifiés par les études PISA, dont on reparlera ensuite Mylène Duclos. Et cette représentation indique simplement que plus le niveau de statut socio-économique des parents est élevé, plus les enfants réussissent bien à l'école. Et donc notre symposium, il est centré sur cette problématique et il vise à travers différents outils, différentes méthodes de recherche, différentes questions, à rendre compte des mécanismes qui sont susceptibles d'expliquer au moins en partie ce phénomène. Donc l'ordre des communications, il est un peu modifié par rapport à ce qui était annoncé dans le programme, puisqu'on s'est dit que c'était plus logique de présenter les présentations en suivant un ordre chronologique. Donc on va commencer avec la présentation de Camille Ascaf sur les petits enfants à la crèche. On continuera ensuite avec la présentation de Youssef Tazouti sur les enfants de maternelle. Ensuite, ces présentations seront centrées sur des aspects de langage, littératie. Et ensuite, on aura deux autres présentations, une qui concernera des enfants de maternelle, mais aussi de primaire sur les mathématiques, et enfin, donc ce sera la mienne, Cléa Girard, et enfin celle de Mylène Duclos sur les aspects scientifiques, mathématiques chez les élèves de 15 ans. Chacune de ces communications, elle va se faire en 15 minutes, et on s'est dit que peut-être ce qui était le plus intéressant, c'était de garder du temps final pour l'ensemble des questions sur l'ensemble des symposiums, et de ne prendre que des questions de clarification après chacune de nos communications. Voilà. Je peux y aller ? Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Cléa d'avoir organisé ce symposium. Donc, la présentation que je fais auprès de vous aujourd'hui s'intitule Relations entre les croyances parentales, l'environnement d'alphabétisation à la maison et les compétences en littératie, numératie émergente des enfants de 4 à 6 ans. C'est en collaboration avec Aude Thomas qui est dans la salle et Déborah Poncelet qui est de l'Université de Luxembourg. Donc on sait depuis longtemps que la littératie émergente a un impact sur les apprentissages ultérieurs en lecture, écriture et même sur les compétences mathématiques par la suite. Donc il y a plusieurs modèles qui définissent ce que c'est la littératie émergente. Donc le modèle sur lequel nous sommes basés ici, c'est le modèle de Rode. Le modèle de Rode, ce n'est pas complet ici ce que je présente, mais juste les dimensions les plus intéressantes et celles sur lesquelles on va s'appuyer aujourd'hui. Donc il y a tout ce qui est la connaissance liée à la connaissance des lettres, connaissance de l'alphabet, le nom sont des lettres, les concepts liés à l'écrit, le décodage émergent, mais aussi la conscience phonologique, c'est-à-dire le fait de distinguer les unités qui composent la langue, depuis la syllabe jusqu'à le phonème, et le langage oral, vocabulaire en réception et en expression, et la compréhension orale. Bien évidemment, la littératie émergente s'apprend essentiellement à l'école, d'une manière systématique par les enseignements faits dans l'école maternelle ou l'école élémentaire, mais le rôle de l'environnement familial aussi est important. Donc l'environnement d'alphabétisation à domicile fait partie d'un plus vaste domaine qui est le domaine d'apprentissage à domicile et qui recouvre plusieurs aspects. Ça peut être les ressources qui sont mises à la disposition des enfants, les livres, les jouets éducatifs, mais aussi les activités auxquelles les parents se livrent avec leurs enfants, les lectures partagées, les jeux éducatifs, etc. Le modèle le plus célèbre dans le domaine de l'alphabétisation à domicile, c'est le modèle proposé par Sénéchal et Lefebvre en 2002. Et dans ce modèle, on distingue deux dimensions des pratiques d'alphabétisation à domicile, les pratiques formelles, dans lesquelles les parents enseignent d'une manière explicite aux enfants l'alphabet, les mots, le vocabulaire, etc. Et le domaine pratique informelle dans lequel on explore indirectement des choses comme à travers la lecture partagée, à travers des activités éducatives qui est indirectement ciblée vers l'apprentissage en littératie émergente. Donc la littérature dans le domaine est énorme et on a trouvé des liens directs entre les pratiques de littératie informelle et le vocabulaire. Des liens indirects via les vocabulaires sur l'apprentissage de la lecture en 2e année, mais aussi en 3e année et en 4e année d'enseignement obligatoire.
Et on a trouvé aussi des études beaucoup plus récentes, des études longitudinales sur l'impact de la lecture partagée sur le vocabulaire des enfants à l'âge de 5 ans. Et même la lecture partagée à l'âge de 1 et 2 ans a un impact sur les apprentissages ultérieurs vers l'âge de 8 à 11 ans. C'est des études qui ont suivi des cohortes sur plusieurs années et qui montrent cet impact de la littératie informelle sur les apprentissages ultérieurs. Mais il y a des études aussi récentes aussi qui montrent que aussi bien la littératie formelle qu'informelle, c'est-à-dire apprendre directement la lecture aux enfants d'âge préscolaire ou leur apprendre indirectement à travers la lecture partagée, a quand même un impact sur les connaissances en primaire, donc aussi bien formelle qu'informelle. Donc, ce qui montre que la complexité de ces recherches et que, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas que la littératie informelle qui a un impact, mais la littératie formelle aussi peut avoir un impact. Donc la question qu'on s'est posée aussi, qu'est-ce qui pousse les parents à faire des pratiques de littératie formelle et informelle? Un élément d'explication, ce sont les croyances des parents concernant la littératie émergente qui peuvent guider leurs pratiques. Et dans la littérature aussi, le terme de croyance englobe plusieurs construits. Ça concerne ce que les parents pensent de leurs compétences, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Ça recouvre aussi les attentes vis-à-vis de leurs enfants. Ça recouvre les opinions plus générales sur ce qui est le développement et les apprentissages. Ça peut être à quel type d'activité peut être approprié à un âge donné, quelles sont les compétences qui doivent être acquises avant l'entrée à l'école maternelle, et ainsi aussi d'autres compétences qui sont liées, par exemple, aux pratiques liées au genre, lien entre genre et apprentissage. Est-ce que les filles apprennent mieux que les garçons en fonction des domaines ou inversement? Et les travaux montrent deux résultats majeurs qu'on voit un petit peu dans la littérature sur l'impact de milieux socio-économiques. Je vais un peu vite, je vais ralentir. L'impact des statuts socio-économiques sur les croyances des parents. Donc là, les travaux montrent que les parents de statuts socio-économiques faibles ont tendance à croire que l'école maternelle devrait jouer un rôle important, plus que la famille, dans l'apprentissage des jeunes enfants, alors que ceux des milieux socio-économiques moyens ou élevés ont tendance à croire qu'ils ont un rôle beaucoup plus important que l'école maternelle, ou bien aussi important que l'école maternelle. Il y a aussi des résultats à travers l'impact du genre sur ces apprentissages. Et dans ces travaux, on a des résultats qui montrent que les parents perçoivent les filles comme étant plus intéressées que les garçons par les activités de lecture et d'écriture et s'attendent à ce que les filles obtiennent des meilleurs résultats que les garçons. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont les liens entre les croyances et les pratiques parentales. Et il faut savoir que cette question est peu étudiée dans la littérature internationale. Et encore, il y a peu de recherches qui essaient de mettre en lien les croyances, les pratiques et l'impact sur les pratiques de littératie émergente. Encore, les études dans le contexte culturel français sont rares, et encore, les études comparent peu les croyances des pères, les pratiques des pères avec ceux des mères ou des deux parents si on est en une famille homoparentale. Donc l'objectif de la présente étude, c'est de tester l'hypothèse générale selon laquelle les croyances parentales et l'environnement d'alphabétisation à domicile sont des variables intermédiaires entre les caractéristiques sociodémographiques des enfants et les apprentissages en littératie émergente. Donc pour ça, nous avons construit un modèle en piste causale. Donc ce modèle, je vais essayer de le rendre plus intelligible. Donc chaque carré représente une variable manifeste, une variable qui est mesurée. Chaque flèche directionnelle, c'est une hypothèse de l'impact d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Et quand on a une flèche bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien d'influence, les variables s'influencent mutuellement sans qu'il y ait un sens à cette influence. Je ne parle pas de causalité, de sens d'influence, parce que le sens de causalité, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et donc, dans ce type de modèle, on a des variables distales, qui sont des variables liées au statut socio-économique des familles, au sexe, à l'âge de l'enfant, à la langue parlée à la maison. Et on a plusieurs strates. Donc, la première strate, ce sont les croyances parentales, qui sont une première strate, une première groupe de variables intermédiaires.
On a les pratiques de littératie informelle à la maison, et comme variable dépendante ultime, on a le score des élèves en littératie émergente en T2. Et dans ce modèle, on peut contrôler le score en T1, le score initial en début d'année et en fin d'année. Donc ce modèle a des intérêts, ils ont bien évidemment des limites, mais l'intérêt de ces modèles, c'est qu'on teste plusieurs relations de dépendance et d'indépendance entre des variables, et on teste un système bien complet, et pas qu'une variable dépendante qui influence une autre variable indépendante. Mais ils ont bien évidemment des limites sur lesquelles je peux revenir par la suite. Donc l'étude a porté sur 346 couples ayant un enfant d'âge préscolaire. Je vous laisse découvrir 181 filles, 65 garçons. L'âge moyen, moyenne section, grande section, c'est entre 4 et 5 ans et demi. 23% des enfants allophones, et 4 indicateurs pour obtenir le statut socio-économique: le niveau d'éducation du père, celui de la mère, la profession du père et de la mère, et le revenu du ménage, qu'on a agrégé en un seul indicateur, l'indicateur de statut socio-économique de la famille. Donc pour les mesures, pour les épreuves de littératie émergente, donc, je me suis basé sur un test d'une certaine Thomas et al. En 2021. Comme je suis sain de corps et d'esprit, je ne vais pas vous présenter les modèles bifactoriels, les modèles SM, pour ceux qui étaient dans le symposium hier. Donc c'est un modèle factoriel qui montre qu'il y a 4 facteurs de littératie émergente: compréhension, connaissance des lettres, vocabulaire, conscience phonologique et compréhension. Pour la mesure des croyances, on s'est basé sur des questionnaires qui existent dans la littérature pour identifier 3 dimensions des croyances: les croyances relatives au genre, les croyances sur l'âge idéal pour réaliser des apprentissages en littératie et en numératie, et le rôle que les parents peuvent avoir dans ces apprentissages. Et la structure factorielle, elle est identique aussi bien chez les pères que chez les mères. On identifie bien ces 3 facteurs. Pour la littératie, les pratiques d'alphabétisation à domicile, on s'est basé sur le questionnaire de Schwarzschild et collaborateurs en 2014. Et donc là, on identifie bien 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la littératie formelle, et le deuxième facteur, c'est la littératie formelle. Et là aussi, les structures factorielles, elle est identique chez les 2 parents. Maintenant, pour les analyses, pour plus de clarté, je vais présenter un seul modèle, mais on a testé 8 modèles différents. Donc 4 modèles auprès des mères et 4 modèles auprès des pères. Ça portait sur le vocabulaire, la compréhension, la connaissance de l'alphabet et la conscience phonologique comme variable dépendante ultime, c'est-à-dire la variable qu'on a testée en début et en fin d'année. On a testé les modèles auprès des pères et des mères. Tout d'abord, je ne vais pas m'attarder sur les qualités, les indices d'ajustement des modèles qui sont, pour les 8 modèles, sont satisfaisants, mais je vais juste détailler un modèle, et après je vais revenir sur la synthèse. Donc dans le modèle qui a été testé, donc une flèche qui est en plein, un trait en continu, ça montre une piste qui est significative statistiquement, et en pointillé, des pistes non significatives. Donc là, c'est le modèle testé auprès des mères sur le vocabulaire en début et en fin d'année. Donc, on constate que le modèle testé explique à peu près 50% de la variance du vocabulaire en fin d'année. C'est pas mal, ces modèles, mais ça veut dire qu'il y a aussi 50% des choses qui ne sont pas expliquées, qu'il y a d'autres variables qu'on peut expliquer. Ça peut être, par exemple, les pratiques enseignants, les variables qui sont liées au contexte scolaire, qui peuvent être aussi des variables qui peuvent expliquer cette progression. Et on a des résultats classiques. On a le statut socio-économique, le sexe, l'âge, le langage, la langue pratiquée à la maison, qui ont un impact positif sur le score en T1. On a des résultats aussi classiques, mais un peu difficiles, contre-intuitifs. C'est le fait, contrairement à la littérature, le fait d'être des parents de statut socio-économique favorisé ou pratiquer la langue, parler le français à la maison, a un impact négatif sur les croyances, sur le rôle des parents dans les apprentissages. Donc ces parents pensent qu'ils ont un rôle plus important que l'école, de le sens négatif, c'est-à-dire qu'ils doivent agir sur les apprentissages. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
c'est clair pour moi, mais je peux revenir si ce n'est pas clair pour vous. On voit que l'âge, plus l'enfant est âgé, plus on pense qu'il faut entrer dans ces apprentissages. Et on a aussi un impact du sexe sur les pratiques de croyance en faveur des filles, conforme à la littérature. On constate aussi que les parents qui ont des croyances élevées par rapport à l'âge d'apprentissage pratiquent aussi bien des pratiques de littératie formelle que de littératie informelle, et que les parents qui pensent qu'ils ont un rôle actif à jouer dans les apprentissages ont tendance plutôt à faire des pratiques de littératie formelle. Et le résultat qui nous intéresse ici particulièrement, c'est l'influence de la littératie informelle sur le vocabulaire en T2. Donc ça, c'est un résultat qui conforme un petit peu aux travaux qu'on trouve dans la littérature, mais l'importance de ce modèle, c'est que pas mal dans la littérature, on n'a pas le contrôle du niveau initial des élèves. Donc là, la valeur ajoutée de ce modèle, c'est qu'on contrôle en début d'année, et en contrôlant le niveau des élèves en début d'année, on a un impact des pratiques familiales en fin d'année en termes concernant les pratiques informelles et en vocabulaire. Je ne vais pas détailler tout, rassurez-vous, je ne vais pas détailler tout ça. Donc, pour vous montrer que les 8 modèles qui étaient testés, on a quand même des choses qui sont identiques. Ce que je viens de dire par rapport au vocabulaire, on retrouve les mêmes scores. Mais je vais m'attarder sur le résultat majeur, c'est que l'impact de la littératie informelle, on le retrouve uniquement dans le vocabulaire et la compréhension, et uniquement pour les mères. On ne le retrouve pas pour les pères, et on ne retrouve pas sur les autres dimensions les autres dimensions de littératie émergente. Donc pour la discussion, donc l'hypothèse générale, on peut dire qu'il a été partiellement validé pour les 2 dimensions que je viens de citer, le vocabulaire et la compréhension pour les mères. Mais ce qui est important, ce que je vais pas souligner au début, c'est que le statut socio-économique n'a pas d'impact direct sur les performances en T2. Son impact, il est essentiellement indirect, qui est médiatisé par les autres variables intermédiaires. Donc ça, c'est un résultat qui est important, même si je ne l'ai pas beaucoup appuyé. Les liens entre les croyances et les pratiques, c'est complexe, on trouve quelques liens, mais toujours, dans la littérature, c'est très complexe. Passer des croyances vers les pratiques et trouver les liens entre les deux, ce n'est pas chose qui est évidente. Mais le résultat majeur, c'est le fait que la littératie formelle influence le score de littératie et de compréhension, et pas le score de connaissance des lettres et de la conscience phonologique. L'explication, c'est que les pratiques de vocabulaire et de compréhension, c'est des choses que les parents pratiquent dans la vie de tous les jours. On voit rarement dans l'environnement familial des parents qui enseignent la conscience phonologique d'une manière explicite ou implicite. La même chose pour la connaissance des lettres. La connaissance des lettres, et tout le monde, les élèves, la majorité des élèves, quel que soit leur environnement familial, sont exposés à ça. Mais par contre, le vocabulaire et la compréhension, c'est des dimensions où il y a une différence du milieu socio-économique qui est très importante, et des pratiques familiales. Donc ça, c'est un résultat qui est important, parce que dans les modèles, la littérature, ça a toujours été testé un aspect, mais pas tous les aspects en même temps. Autre résultat important, les analyses multigroupes, c'est-à-dire l'analyse de comparaison des modèles des pères et des mères. Ça, c'est important, on ne montre pas des différences significatives dans le modèle. Même s'il y a des pistes qui diffèrent entre les pères et les mères, globalement, les différents modèles, statistiquement, il n'y a pas de différence significative. Et ça, c'est important de le souligner, qu'il n'y a pas de pratiques différenciées en fonction du genre des parents à cet âge-là. Il peut y avoir un biais, effectivement, d'échantillonnage, parce que les parents qui ont répondu ensemble, c'est quand même... il peut y avoir d'autres éléments d'explication à cette absence de différence. Mais sur notre échantillon, on ne trouve pas de différence entre père et mère. Je vais accélérer parce que je vois que je dépasse le temps. Donc maintenant, quelques implications pour la recherche. Donc, poursuivre les liens entre les croyances et les pratiques, parce que c'est un chantier qui est très difficile, qu'il faut continuer à poursuivre. Le modèle de Sénéchal et Lefebvre est un modèle qui est très intéressant, mais il est ancien, qu'il faut réactualiser. Il y a quelques recherches actuellement, le modèle de Klingen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui ont exploré une nouvelle conceptualisation des activités d'alphabétisation
en faisant la distinction entre les activités orientées vers le code et celles orientées vers le sens, et en même temps des activités qui sont instructives ou des activités qui facilitent les apprentissages. Donc c'est une nouvelle conceptualisation pour essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres liens à explorer. Le concept aussi de pédagogie, de littératie passive et active dans l'environnement familial, c'est des choses qu'on n'a pas pu explorer ici, qu'il fallait explorer d'une manière un peu plus poussée. Et pour finir, les implications pour la pratique. Donc, ce type de recherche sur les pratiques d'alphabétisation à domicile peut fournir des outils de réflexion, d'action politique, d'appui à la parentalité concernant les relations école-famille. La connaissance des croyances des parents peut être, pour expliquer aussi, cerner d'une manière un peu plus intéressante les motivations et les freins des parents pour mettre en place des pratiques d'alphabétisation à domicile. Qu'est-ce qui pousse ou pas à faire ces pratiques? Et ça peut aussi sensibiliser les personnes qui travaillent avec les parents sur les pratiques, les recommandations à faire aux parents, bien évidemment dans le respect de tous les principes de l'éducation familiale. Merci, j'ai dépassé de quelques minutes, mais voilà, merci de votre attention. Donc ma présentation... Ah, il y a un téléphone. Ma présentation concerne donc l'apprentissage et les inégalités d'apprentissage en mathématiques chez l'enfant. Et dans la suite des travaux présentés par Youssef, elle vise aussi à montrer comment la prise en compte de facteurs familiaux peut contribuer à la compréhension de ce phénomène. Donc on l'a dit, les inégalités socio-économiques sont marquées chez les enfants, mais en fait en psychologie cognitive, elles ont longtemps et majoritairement été étudiées uniquement en ce qui concerne le domaine du langage, de la cognition langagère, avec des mesures comportementales ou cérébrales, mais très peu dans les autres domaines cognitifs. Et c'est plus récemment que le domaine de la cognition mathématique a été étudié. Et en fait, le postulat théorique fort par lequel ce domaine a été étudié, c'était de dire que finalement, c'est parce qu'il y a une composante langagière dans les mathématiques qu'on observe ce lien entre statut socio-économique et compétences en mathématiques. Et c'est un postulat qui avait été défendu par plusieurs travaux comportementaux, notamment par Norcy Jordan et Suzanne Levin, mais aussi par des travaux en imagerie cérébrale qui, très basiquement, en fait, montraient que chez les enfants issus des milieux socio-économiques les plus favorisés, on observait une différence dans le recrutement de régions verbales lors de tâches arithmétiques. Néanmoins, ce postulat uniquement, il est limité, et surtout, on sait que le statut socio-économique, c'est finalement assez peu informatif si on s'intéresse vraiment au développement cognitif de l'enfant, et cela pour au moins deux raisons. La première raison, elle est statistique, c'est-à-dire qu'on a cette tendance très marquée, mais on sait quand même qu'à une valeur de statut socio-économique donnée, il peut correspondre une grande pluralité de situations familiales et aussi une grande pluralité de profils cognitifs chez les enfants. Et donc sur cette figure présentée en introduction générale, chacun des points bleus représente en fait chacun des élèves de l'OCDE et on voit bien qu'il y a une large dispersion des résultats. La deuxième raison, elle est davantage théorique. Comme l'a dit Youssef précédemment, on sait que ce statut socio-économique, c'est un facteur distal et on voit mal comment le niveau de salaire ou le niveau d'éducation peut exercer une influence directe sur le développement cognitif de l'enfant. Donc ça va se faire forcément par l'intermédiaire d'autres facteurs plus proximaux. Et c'est donc dans ce contexte récent que se sont développés année après année, plusieurs travaux récents sur l'environnement familial d'apprentissage et notamment des travaux qui ont cherché à prendre en compte des facteurs familiaux susceptibles d'expliquer ou d'être en lien avec l'apprentissage des mathématiques chez l'enfant. Et donc, ces travaux, ils ont utilisé différents types de mesures pour caractériser cet environnement familial d'apprentissage. Et donc, c'est des mesures que je vais détailler rapidement à partir de nos propres travaux de recherche. Et ensuite, dans un deuxième temps, expliquer en quoi ces mesures, elles, pourraient être en lien de façon spécifique avec l'apprentissage des mathématiques chez l'enfant.
Donc les données que je vais présenter aujourd'hui, elles sont issues en fait de 3 études différentes. Donc une qui est toujours en cours actuellement, qui est une étude plus large interventionnelle, qui est mon étude de post-doctorat réalisée à Leuven avec le professeur Bert de Smet. Et 2 autres études, qui étaient mes études de thèse, avec Dr Jérôme Prado qui est dans la salle, et qui donc concernaient des enfants de grande section et de CE2, donc différents âges, avant et après le début de la scolarisation formelle. Donc, les outils, les mesures majoritairement utilisées dans la littérature, c'est ce fameux questionnaire, donc un questionnaire assez similaire à ceux qu'a pu développer Youssef, puisqu'en fait, ces travaux sont développés à la suite des travaux sur le langage. Et ces questionnaires, ils permettent d'évaluer des indices de statut socio-économique chez les parents et surtout de s'intéresser à ces fameuses activités familiales, cette fois-ci mathématiques. Et donc, comme dans la littérature sur la littératie, ces activités, elles ont été divisées en 2 grands types d'activités, des activités formelles et informelles. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler des activités informelles en mathématiques? Ça va être en fait toutes les activités du quotidien qui vont impliquer de façon souvent inconsciente du contenu mathématique. Par exemple, ça va être le fait de faire la cuisine avec son enfant. Ça va impliquer de peser, de mesurer, de compter des ingrédients, des quantités. Et dans notre échantillon d'enfants de 5 ans, 35% des parents déclaraient faire cette activité au moins une fois par semaine avec leur enfant. En plus de ces activités informelles, le questionnaire il permet aussi de mesurer des activités formelles. Et donc cette fois-ci, ça va être toutes les activités qui vont être faites avec un but vraiment conscient d'apprentissage, de transmission d'une connaissance à son enfant. Et ces activités formelles, elles peuvent être décomposées dans les questionnaires de façon non présentée aux parents, mais nous, les chercheurs, on peut s'intéresser aux activités formelles selon leur niveau de complexité. On va considérer le niveau de complexité de ces activités selon le programme scolaire des enfants. Par exemple, ici, encore une fois, à 5 ans, on va considérer que lire les nombres jusqu'à 5 en famille, c'est une activité plutôt basique, étant donné le programme scolaire, alors que lire les nombres jusqu'à 20, voire même jusqu'à 100, c'est des activités très complexes pour des enfants de cet âge. Donc ça, c'est les activités qu'on peut mesurer avec ces questionnaires. Et on peut aussi mesurer, et c'est quelque chose qui a été fait de façon assez importante quand même dans la littérature sur la numératie, c'est le niveau des attentes parentales, de ses croyances parentales. Donc il y a différentes façons de mesurer ces croyances, mais une des façons majoritaires, ça a été de demander aux parents d'évaluer à quel point il est important pour eux que leur enfant acquiert telle ou telle compétence avant la fin d'un cycle scolaire. Par exemple, demander aux enfants de maternelle à quel point il est important que leur enfant sache compter jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 100 avant la fin de la grande section de maternelle et considérer du coup ces attentes comme plus ou moins élevées. Donc le résultat qu'on a observé dans chacun des groupes d'enfants testés, c'est un lien entre ces attentes parentales et la fréquence des activités familiales réalisées. Plus les parents disaient avoir des attentes élevées vis-à-vis de la réussite de leurs enfants, plus ils déclaraient aussi faire des activités mathématiques de façon fréquente au sein du foyer. Donc ces questionnaires, ils sont intéressants pour plusieurs raisons. Ils permettent de capturer une grande variabilité d'activités, mais aussi différents traits parentaux. Donc là, par souci de temps, j'ai parlé uniquement des attentes, mais avec ces questionnaires, on peut aussi mesurer les attitudes des parents, voir leur anxiété vis-à-vis des mathématiques, et on peut aussi réaliser des mesures de compétences, essayer d'évaluer de façon objective les véritables compétences des parents. C'est intéressant parce que c'est un outil qui est assez peu coûteux et qu'on peut utiliser à grande échelle, voire même à distance. Mais aussi, c'est un outil qui a des limites. Une des limites, c'est le biais de mémoire. On sait que ça va être difficile pour les parents de se rappeler à la fréquence exacte avec laquelle ils font chacune des activités. Et d'autant plus, peut-être, les activités informelles, puisque, par définition, elles sont moins conscientisées. On a un biais de désirabilité, comme dans tout type de mesure, même si on peut essayer nous, on a essayé de le contrôler en ne demandant pas aux parents d'évaluer que des activités mathématiques, mais aussi des activités de langage et d'autres types d'activités. Et une autre limite de ce type d'outil, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe au cours des activités listées. On peut les identifier, mais on ne sait pas la qualité de ces échanges. Et donc, c'est pour répondre à ce type de limite qu'il y a un autre type de mesure qui a été réalisé dans la littérature, qui consiste à enregistrer directement les échanges langagiers entre parents et enfants au cours de différentes activités. Et il y a quelques études, très minoritaires, qui ont cherché à mesurer ces interactions au sein même des foyers familiaux. Ce n'est pas notre cas, et ce n'est pas le cas de la majorité des études. Dans notre cas, on a mesuré chez les enfants en grande section de maternelle les interactions entre parents et enfants pendant une session de jeu, qu'on laissait le plus libre possible, au laboratoire. Et ensuite, on a transcrit ce qui avait été dit pendant ces 10 minutes, et on a quantifié la quantité de langage échangé et surtout aussi la quantité de langage mathématique, donc le fait d'utiliser des mots-nombres.
Donc là aussi, ce type de mesure, c'est une mesure qui a des avantages, puisqu'on va avoir des informations plus qualitatives sur le type d'échange. C'est assez flexible, puisque ça peut être fait en différents lieux. Ça peut être fait au laboratoire, dans des centres, ça a été fait dans les lieux de garde aussi, pas mal aux États-Unis, et au sein du domicile familial. Ça peut être fait sur différentes durées, puisque 10 minutes, c'est très court. Néanmoins, c'est aussi une mesure qui a des limites. Là, on a un biais de désirabilité qui est d'autant plus important, certainement d'autant plus qu'on fait l'enregistrement en laboratoire et que l'enregistrement est court, puisque le dispositif enregistreur, il ne s'oublie pas du tout dans une durée comme celle-ci. C'est des mesures qui sont très difficiles à implémenter, en tout cas en milieu familial. Implémenter de tels dispositifs enregistreurs en France, c'est particulièrement compliqué. Et c'est aussi des mesures qui ont un coût non négligeable. Alors, il y a le coût du dispositif enregistreur, mais il y a surtout le coût ensuite pour analyser ces données, c'est-à-dire transcrire tous les enregistrements et les coder. Et enfin, un autre type d'outil. Alors, c'est un outil qu'on a utilisé pour la première fois dans ma dernière étude chez les enfants en moyenne section de maternelle. Et on a cherché une autre façon en fait, d'aller mesurer ce qui se passait au sein, d'avoir des informations qualitatives sur les échanges au sein des familles. Et donc on a utilisé ces images, donc c'est des images utilisées pour la tâche de Swan, pour ceux qui connaissent en mathématiques, mais on les a utilisées auprès des parents, et on a simplement demandé aux parents de décrire ces images comme ils le feraient s'ils s'adressaient à leur enfant. Et donc l'idée, là aussi, c'est de nous permettre de mesurer du langage, d'avoir des informations sur la quantité de langage que le parent va utiliser pour décrire ces images, mais aussi des informations sur le langage mathématique. Donc là aussi, des avantages et des inconvénients. A priori, on pense que cette tâche, elle est assez prometteuse parce qu'on a quand même obtenu une très grande variabilité entre les familles qu'on a interrogées avec cette tâche. Elle est aussi intéressante parce qu'elle est facile à utiliser et on a même pu l'utiliser à distance en proposant à des parents de décrire ça sans les avoir en face de nous. Et pour le coup, par rapport à des enregistrements, c'est beaucoup plus facile à analyser puisqu'on n'a pas besoin de transcrire tout ce qui a été dit. Néanmoins, là aussi, des limites. Il y a un biais de désirabilité, même si on pense que finalement, bon, le contenu mathématique, il n'est pas évident dans ces images. Donc, il y a des parents qui ne nous ont pas du tout parlé de choses mathématiques sur ces images. Donc, au moins, on ne les indique pas forcément sur le fait qu'on a un intérêt sur les mathématiques. Et ces monoactivités, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, on cible qu'un seul type d'activité qui va plutôt s'apparenter à la lecture d'histoire auprès de son enfant. Donc maintenant, pourquoi ces types de mesures, pourquoi ces différentes mesures, elles pourraient être en lien et elles pourraient nous informer spécifiquement sur l'apprentissage des mathématiques des enfants. Et pourquoi surtout elles viennent finalement remettre en question ce postulat évoqué en introduction, selon lequel en fait l'influence familiale ne s'exercerait que par des processus verbaux ou langagiers. Alors le premier type d'argument, il nous vient des mesures comportementales. Donc dans chacune de ces 3 études, on a évalué de façon précise et détaillée chacune des composantes mathématiques chez les enfants. Et on a pu montrer tout d'abord que les mesures obtenues avec les questionnaires parentaux, donc on a administré des questionnaires dans chacune des 3 études, et dans chacune des études, on a obtenu cette relation-là très robuste, c'est-à-dire que plus les parents déclaraient réaliser fréquemment des activités mathématiques formelles avec leurs enfants, plus ces enfants avaient des compétences en mathématiques élevées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé cette relation uniquement pour les activités mathématiques, puisqu'on avait aussi listé dans notre questionnaire un grand nombre d'activités qui n'impliquaient que le langage, et cette relation n'était pas observée pour les activités langagières. Sur les enregistrements qu'on a réalisés en laboratoire, on a réalisé ces enregistrements auprès des enfants de 5 ans, et on a là obtenu un lien entre le langage mathématique du parent et les compétences en mathématiques des enfants, mais uniquement un lien indirect, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on prenne en compte le langage de l'enfant aussi dans l'interaction. Donc là, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire qu'en fait, l'enfant, il est moins sensible à la situation d'évaluation de la tâche, et donc son langage est plus spontané et naturel que celui du parent. Ça peut aussi vouloir dire que ce qui compte, c'est en fait les aspects réciproques dans l'interaction, et ce n'est pas seulement le langage, le discours du parent. Et sur la tâche de description d'image, là aussi, on a obtenu un lien spécifique aux mathématiques, puisque le langage mathématique du parent pour décrire ces images était significativement lié aux compétences des enfants. Plus le parent utilise du langage mathématique, plus on a mesuré des compétences élevées. Et ce n'était pas lié au langage général utilisé pour décrire cette tâche. Un deuxième type d'argument, il nous vient des images, je vais passer rapidement tout ça, mais il nous vient des éléments d'imagerie cérébrale qu'on a obtenus dans nos tâches réalisées pendant ma thèse. Donc en fait, on s'est intéressé à mesurer de façon très basique l'activité cérébrale chez les enfants, simplement lorsqu'ils visualisaient des nombres à l'écran. Et on s'est rendu compte que là aussi, on avait un lien, c'est-à-dire que chez les enfants qui bénéficiaient le plus souvent des activités mathématiques au sein de leur foyer familial, on allait observer une activité cérébrale plus efficace, plus automatique pour traiter les nombres dans une région cérébrale clé, puisqu'on sait qu'elle a un rôle fondamental pour donner du sens aux mathématiques.
Et là aussi, cette relation, elle était spécifique aux activités mathématiques, puisqu'on ne l'observait pas avec les activités langagières. Donc vraiment un résultat qui est en faveur de cette spécificité du contenu mathématique de la famille avec le développement des compétences en mathématiques chez les enfants. Enfin, un troisième type d'argument, il nous vient des programmes qui ont proposé des interventions familiales et qui ont proposé d'intervenir au sein des familles. Et donc, on a quelques études qui ont fait ce genre d'études, de travaux avec les compétences mathématiques des enfants, et notamment deux études qui ont ciblé les activités de lecture des familles et qui ont proposé pour des enfants de 3 à 5 ans des livres qu'ils ont remis aux familles, donc des livres soit avec des aspects mathématiques, soit des livres sans aucun aspect mathématique, mais équivalents sur leurs caractéristiques. Et ces deux études, elles ont permis de montrer qu'il y avait un effet significatif de l'intervention avec les livres. Donc en demandant aux parents de lire tous les jours ou presque pendant 4 semaines 2 livres, en fait, ils obtenaient, donc 2 livres mathématiques, ils obtenaient une amélioration significative des compétences en mathématiques des enfants. Donc ces résultats, ils sont tout à fait prometteurs, puisqu'en fait, ils nous montrent qu'il y a potentiellement un véritable lien de cause à effet entre ce qui se passe au sein de la famille avec ce langage mathématique et les compétences des enfants. Néanmoins, on pense aussi qu'ils sont assez peu écologiques, puisque finalement, on place les parents en quasi-expérimentateurs en leur demandant de faire une tâche ultra répétitive et qu'il y a peu de chances d'arriver dans la vie de tous les jours. C'est rare qu'un parent lise le même livre pendant 4 semaines à son enfant, tous les jours ou presque. Et donc, on a décidé au cours de mon étude actuelle auprès des enfants de 2e année maternelle de proposer une intervention un peu plus large, où en fait, on cible plus d'activités, où on propose vraiment un set d'activités plus large. Donc, on ne va pas viser l'effet d'une activité en particulier, mais plus voir est-ce que si on augmente la fréquence des activités mathématiques de façon plus globale, est-ce qu'on va observer un effet par rapport à des activités langagières. Donc je vous présente ça, mais je n'ai pas encore les résultats. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir obtenir des effets similaires. Donc pour conclure, sur un aspect théorique, ces résultats ils remettent fondamentalement en cause le postulat selon lequel en fait l'influence familiale ne se ferait que par le biais du langage. Elle se fait par le biais du langage, elle influence la cognition langagière, mais elle pourrait aussi influencer spécifiquement la cognition mathématique de l'enfant. Et donc, d'un point de vue plus appliqué à la société en général, ces résultats ils sont en faveur de politiques qui viseraient à faire connaître davantage au grand public, mais aussi aux professionnels scolaires, mais professionnels de santé, l'importance de ces activités qui ciblent le contenu mathématique avec leur enfant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette présentation, je vous propose de nous intéresser aux liens entre caractéristiques des tâches en sciences et leur compréhension par les élèves de 15 ans, et plus particulièrement, donc, vous l'aurez compris avec ce symposium, au rôle du statut socio-économique et culturel dans la variation des performances. Statut socio-économique et culturel que je vais raccourcir par SESC durant toute la présentation pour gagner en temps. Alors, avant de vous faire part de quelques-uns seulement des résultats majeurs de cette étude et de leur implication concrète. Alors moi, je suis plutôt en classe, contrairement à mes collègues qui sont plutôt dans la famille. Je vais vous indiquer en fait dans quel contexte on a développé cette recherche. Je vais vous indiquer également le cadre théorique et notre question de recherche, enfin l'une de nos questions de recherche, et puis nos choix méthodologiques. Alors, cette recherche, elle se situe donc dans le contexte du programme international pour le suivi des acquis des élèves. Je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous dans l'Assemblée. Moi, je vais m'intéresser plus particulièrement, dans le cadre de cette étude, à PISA 2015, puisqu'en fait, comme en 2006, PISA 2015 a évalué la culture scientifique. En tout cas, c'était le domaine majeur, c'est-à-dire le domaine dans lequel il y avait le plus de questions posées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par culture scientifique dans PISA? On entend l'acquisition de savoir et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne, au terme donc de la scolarité obligatoire, qui est environ à 15 ans dans la plupart des pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le but de PISA, en fait, il est différent d'autres études, comme par exemple TIMSS, puisqu'en fait, on ne va pas évaluer les acquis des élèves sur un programme scolaire, mais plutôt comment les élèves vont venir rechercher leurs connaissances qu'ils ont acquis à l'école pour les appliquer à des situations de la vie réelle. En tout cas, des situations, oui, de la vie quotidienne. Alors, pour être plus précise, donc,
Concrètement, je pense que vous connaissez tous et toutes les résultats de PISA. Les résultats indiquent qu'en fait, il y a un fort écart de performance selon le SESC des élèves. Et surtout, je voulais vous indiquer ce schéma qui montre qu'en fait, les élèves de milieux socio-économiques les plus défavorisés ont en fait 4 fois plus de risques de se retrouver parmi les élèves donc, qui sont en difficulté en sciences, c'est-à-dire en dessous du niveau 2 de compétences. Alors, ce constat fait, il s'agit en fait de déterminer maintenant ce qui, dans une tâche de science, peut en fait poser problème à ces élèves, spécifiquement donc de milieux défavorisés par rapport à des élèves de milieux socio-économiques plus favorisés. Alors, si je reviens sur la définition donc, de la culture scientifique, elle implique en fait cette culture scientifique définie par PISA de proposer des items aux élèves qui sont particulièrement contextualisés. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés à des situations de la vie réelle, ce qui nécessite en fait un texte introductif plus ou moins long. Alors de ce fait, la compréhension ici est essentielle pour répondre. C'est pourquoi en fait on s'est basé sur notamment le modèle de Kinch, donc le modèle de compréhension de Kinch, qui a été en fait repris par deux didacticiens des sciences, donc Bergwitz et Osterholm en 2010, qui ont en fait étudié justement le fait, enfin qui ont rendu compte à la fois de la représentation mentale de l'item et en fait l'influence que ça pouvait avoir sur les comportements possibles des élèves, notamment en termes de stratégies qu'ils vont mettre en place. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce modèle qui prend appui sur le modèle de Kinch? C'est qu'en fait, il y a une imbrication des aspects liés à la compréhension et de ceux liés à la réalisation des tâches en sciences. Donc d'après ce modèle, voilà, il y a cette imbrication. Alors à partir de là, on a essayé en fait de proposer notre propre modèle de difficulté qui est organisé donc en 3 catégories qui sont les contenus en jeu, les caractéristiques intrinsèques à l'item et les raisonnements et stratégies. Pour cela, on s'appuie en fait sur des modèles précédents de difficulté. On s'est également appuyé sur des rares recherches en mathématiques et en sciences qui en fait combinaient le niveau socio-économique et culturel et le niveau de performance. J'y reviendrai un peu plus tard sur la méthodologie, mais on va dire que c'est un peu le point central de cette recherche, c'est qu'on combine ces deux variables. Et donc à partir de ces recherches-là et d'études de cas qui ont été faites en amont sur des élèves en situation de réalisation de tâches en sciences, on a en fait déterminé 16 caractéristiques, alors ce qui est beaucoup certes, de la tâche en sciences qui sont possiblement source de difficultés pour les élèves de niveau socio-économique défavorisé. Donc les voici rassemblés dans ce tableau. Donc on a codé les 183 items à PISA Sciences 2015. On se retrouve avec 16 caractéristiques principales et 7 sous-caractéristiques. Notamment, on retrouve, alors pourquoi je voulais vous présenter celle-là, c'est parce que je vais y revenir dans les résultats, on retrouve la projection, qui est une caractéristique principale, et on a une sous-caractéristique dans celle-ci, qui est le type de projection. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ainsi, notre question de recherche vise à se demander de quelle manière toutes ces caractéristiques de notre modèle donc de difficulté font varier la compréhension et la réalisation d'une tâche en sciences selon le niveau socio-économique et culturel et ou, on ne sait pas si c'est ensemble, le niveau en sciences. Alors, sur le plan méthodologique, donc, comme je le disais, on a combiné le niveau socio-économique et culturel et le niveau de performance. Et on a utilisé donc une méthode de recherche mixte avec une étude quantitative qui est basée donc, sur le large échantillon d'environ 6100 élèves à PISA Sciences 2015 et puis une étude qualitative complémentaire auprès de 27 élèves. Pour l'étude quantitative, on a procédé à des modèles de régression linéaire multiples et pour l'étude qualitative, à une triangulation des méthodes. Mais j'y reviendrai dessus. Alors, pour l'étude quantitative, en fait, on s'est intéressé à comparer la variation de performance entre différents groupes. Alors, les voici ici, mais dans cette communication, je vais surtout m'intéresser à ces comparaisons-là, c'est-à-dire aux caractéristiques qui font varier l'écart de performance selon le SESC des élèves dans les deux groupes en fait, de performance, à la fois haut performant et bas performant. Pour
l'étude qualitative, très rapidement parce que j'ai peu de temps, on a placé en fait les élèves en binôme pour essayer d'observer plus facilement les comportements donc verbaux et non verbaux au cours de la tâche, ce qui nous a permis en fait d'inférer les activités mentales, et on a complété ces observations par une technique d'entretien qui s'appelle l'entretien d'explicitation pour essayer de mettre à jour la part d'implicite. Cet ensemble de données, il a fait l'objet d'enregistrements audio-vidéo pour essayer d'avoir en fait des transcriptions les plus fidèles possibles. Nos résultats montrent qu'en fait, lorsqu'on compare les caractéristiques principales donc dans les deux groupes de niveau de performance, haut niveau de performance à gauche et bas niveau de performance à droite, selon le SESC, en fait, on se rend compte que les catégories de caractéristiques qui vont en fait influencer la variation de l'écart ne sont pas exactement les mêmes dans ces deux groupes. Donc on peut voir ici sur le schéma, sur le graphique, pardon, que les caractéristiques qui sont significatives selon le SESC des élèves dans le groupe de haut niveau de performance sont des caractéristiques liées au contenu en jeu, c'est-à-dire les connaissances, les compétences, etc. Et surtout que le niveau de complexité cognitive est largement significatif, qui se retrouve dans la catégorie raisonnement et stratégie, ce que l'on ne retrouve pas en fait dans le groupe des élèves de bas niveau de performance, chez qui ici c'est plus la catégorie caractéristique intrinsèque à l'item qui vient en fait influencer la variation de l'écart de performance, notamment par exemple le format à l'item, si on demande une réponse construite ou une réponse à choix multiples. Alors, on note également une différence en fonction des deux groupes de performance, toujours selon le SESC, sur la projection. Donc, je vais revenir sur cette fameuse projection. En fait, on s'est rendu compte que dans les différents items, qui sont donc très contextualisés, qui sont liés à une situation de la vie réelle, que finalement, il y avait des projections qui étaient demandées aux élèves, alors de manière très implicite, hein, bien entendu, plus ou moins proche de l'élève. C'est-à-dire qu'on peut demander, par exemple, aux élèves de se référer à d'autres élèves dans l'item, ou alors peut-être plus à une communauté de savoir-faire, comme par exemple se référer au travail d'un jardinier, ou plus spécifiquement, ce qui nous intéresse ici, aux professions représentant une autorité scientifique, donc par exemple à des chercheurs. Les chercheurs ont mené une étude et on demande aux élèves d'essayer de se projeter dans cette communauté pour répondre à la question. Alors les résultats statistiques en fait montrent que finalement ce n'est pas la même projection qui va venir en fait faire une différence, faire varier la performance des élèves. Chez les hauts niveaux de performance selon leur SESC, c'est plus la communauté de professions représentant une autorité scientifique qui va faire la différence, alors que pour les bas niveaux de performance, c'est plus une communauté proche de l'élève. Alors on a voulu essayer d'aller plus loin justement, et c'est ça que permet l'étude qualitative sur ce résultat, en comparant en fait deux items, alors qui sont non libérés, donc c'est pour ça que je ne les présente pas aujourd'hui, avec une projection vers une profession, vers une communauté de professions représentant une autorité scientifique. Et ces deux items ont une différence majeure, c'est qu'en fait, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, tous les items PISA sont contextualisés, eh bien en fait, donc ils font tous référence à la vie réelle, concrètement, mais avec plus ou moins un niveau fort. Donc en fait, il y a un des items qui a un niveau de référence à la vie quotidienne faible et un autre qui a un niveau de référence à la vie quotidienne élevé. Et en fait, on se rend compte que selon le niveau socio-économique des élèves, ceux qui sont favorisés ont tendance à maintenir la projection attendue, alors que ceux qui sont défavorisés ont tendance, avec le niveau de référence à la vie quotidienne qui augmente, à finalement ne plus avoir la bonne projection demandée et se tourner plutôt vers une projection vers une communauté proche. Et ça, on a pu le déduire en fait avec les transcriptions et en fait l'étude justement des pronoms qui sont échangés dans le binôme. Donc, qu'est-ce que l'on peut conclure de ces résultats et surtout qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que finalement, en fait, les deux populations, haut niveau de performance et bas niveau de performance, ne sont pas du tout homogènes en termes de difficulté. Donc, en fait, les hauts niveaux de performance se distinguent selon le SESC au niveau plus de la compréhension du savoir, alors que ceux de bas niveau de performance vont se distinguer plutôt au niveau de la compréhension de l'écrit en sciences. Et surtout, je voulais vous proposer en fait une réflexion sur les rôles compensatoires de l'école pour aider en fait ces élèves de SESC défavorisés,
puisque finalement, on se rend compte qu'il ne faut pas prendre en compte seulement les élèves de SESC défavorisés et de bas niveau de performance, que finalement, eh bien, dans le groupe de haut niveau de performance, en fait, il y a des élèves qui ont des difficultés encore, notamment ceux de SESC défavorisés. Donc, on se rend compte, par exemple, donc, si je reviens sur le résultat de complexité cognitive, donc, comme je vous le disais, ça différencie les élèves de haut niveau de performance de SESC favorisés et de SESC défavorisés. En fait, cette population d'élèves de SESC défavorisés et de haut niveau, elle est un peu oubliée de la littérature. On considère que voilà, ils ont les mêmes difficultés, enfin tous les élèves de niveau socio-économique défavorisé sont rangés au même rang. Et en fait, on se rend compte que ce résultat qu'on a obtenu dans nos résultats, dans notre étude, qu'ils sont en lien en fait avec des observations qui ont été faites par l'étude Global Teaching Insight. Alors c'est en mathématiques, mais c'est intéressant quand même, puisque je pense qu'on peut transférer ce résultat à la classe en sciences. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement le défi cognitif n'était peut-être pas assez élevé dans la classe. Donc effectivement, nos résultats montrent que ça pourrait peut-être aider certains élèves d'augmenter ce défi cognitif. Enfin, pour revenir donc sur le résultat de la projection, on se rend compte en fait que avec ces items qui sont très contextualisés, en fait, les élèves, notamment ceux de SESC défavorisés, ont des difficultés à déterminer finalement le positionnement énonciatif requis pour répondre à la question, puisque en fait, ces questions mélangent souvent deux registres langagiers, le quotidien et le scientifique. Et donc, l'élève est souvent perdu sur qu'est-ce qu'il doit engager du quotidien ou du scientifique. Donc, ce que l'on peut essayer de développer en classe, c'est en fait, c'est déjà ce qui est fait d'ailleurs, des liens entre le savoir enseigné conceptuel et les interprétations quotidiennes. C'est fait, mais encore de manière un petit peu trop implicite, donc essayer de l'expliciter un peu plus. Merci de votre attention. Donc juste avant d'ouvrir les questions à toutes les personnes qui ont présenté des contributions, quelques mots pour synthétiser ce qu'on vous a présenté. Donc on espère que l'ensemble de ces communications a bien contribué à montrer à quel point finalement ce phénomène d'inégalité socio-économique, il était loin de pouvoir se réduire à un seul mécanisme, mais qui relève bien d'un phénomène multidimensionnel et qu'on peut observer à tous les âges scolaires et avant scolaires déjà. Et donc ces contributions, elles ont désigné de nombreux intermédiaires finalement à cette relation entre statut socio-économique et inégalité de compétences chez les enfants. Et donc on peut essayer de les résumer avec les points suivants. On sait qu'il va y avoir des différences selon les âges des enfants. On a vu qu'il y avait aussi des différences selon les domaines et les sous-domaines cognitifs, que ça posait aussi la question des outils et des mesures, des tâches qu'on utilisait pour évaluer ces domaines et ces sous-domaines cognitifs. Et la question aussi de savoir à quel point il peut être important de ne pas s'arrêter justement à ces facteurs distaux de statut socio-économique, mais d'aller mesurer de façon plus concrète ce qui se passe au sein des familles. Ça pose aussi la question du sens donné aux apprentissages dans la vie quotidienne. Et enfin, les comparaisons internationales, elles ont bien tendu à montrer qu'il y avait un phénomène universel, mais qu'il ne fallait pas non plus négliger qu'il y avait des particularités à chaque culture, à chaque pays, et que c'était d'autant plus important que la majorité des travaux qui ont été publiés sur le sujet viennent des études nord-américaines. Et donc, ça pose la question des spécificités françaises ou belges ou suisses ou d'autres pays. Voilà. Et donc, à travers ce symposium, on a exploré plusieurs voies de compréhension de ces inégalités et dessiné là aussi des possibles leviers d'intervention. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'invite les trois autres... ouais, on se met tous là pour répondre à vos questions éventuelles. On espère avoir des questions. Posez-vous des questions. Oui, oui. Est-ce que vous avez... Oui, oui, bien sûr. J'avais d'abord une question pour Youssef Yazidi. Tu as montré un lien inattendu entre les représentations qu'avaient les parents de la fonction de l'école pour l'acquisition des savoirs,
tu avais une corrélation, enfin, c'est pas une corrélation, mais un facteur, enfin, Un impact négatif. négatif, Ouais. ouais. Et la question que je me posais, c'était est-ce que finalement les modèles en piste que tu utilises sont des modèles qui sont finalement linéaires, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a un lien qui va dans un seul sens entre le niveau socio-économique et cette croyance dans la fonction de l'école pour faire des apprentissages. Et en fait, mon esprit a navigué un peu et je me suis demandé si le lien n'était pas non linéaire en fait, c'est-à-dire que je me demande si, alors de ma position, en tout cas moi, je me demande si finalement les personnes qui sont de très bas niveau socio-économique, mais également de très haut niveau socio-économique, ne placent pas dans la fonction de l'école un poids également important. C'est-à-dire que finalement dans les classes moyennes, on se dit bon, mon enfant il s'en sortira, mais dans les très hautes classes niveau socio-économique, souvent c'est tu vas aller dans telle école parce que c'est telle école qui te permettra de rencontrer tel. Et je me demandais voilà si finalement il n'y a pas une limite dans la modélisation à avoir des modèles linéaires pour des variables qui sont probablement pas tout à fait linéaires. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais prendre 2 minutes pour réfléchir, mais je vais te répondre. Effectivement, ce que tu poses comme question est possible. Effectivement, il peut y avoir des pratiques contrastées dans les deux extrêmes du milieu des sociaux, mais j'ai 2 éléments de réponse. La première chose, c'est que dans toutes les recherches, y compris celles que je vous ai présentées, on a du mal à recruter les familles de milieux socio-économiques défavorisés. Quand même l'échantillon il est plutôt vers les classes moyennes et classes élevées. Et donc on a du mal vraiment à recruter des parents de milieux défavorisés pour avoir une grande représentativité. Ça c'est le premier élément de réponse. Mais là les corrélations, quand on voit les corrélations entre les pratiques et les performances, on voit que les corrélations sont quand même négatives. Donc ça montre qu'il y a un lien linéaire quand même dans notre échantillon. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Donc voilà, le lien qu'on a... Mais ton lien il est bizarre. Et non, il n'est pas si bizarre que ça. Ça s'explique. Si tu un modèle non linéaire, tu verrais apparaître quelque chose de beaucoup plus. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ça, il y a aussi le fait que Youssef, il a mesuré les croyances et les représentations des parents sur des choses très larges, puisqu'il y avait la question du genre, il y avait la question de... Donc, il y a aussi peut-être la relation que tu as montrée négative, c'est avec un type de croyance particulier. En fait, c'est pas si aberrant que ça, parce qu'ils pensent que... C'est avec quel type de croyance des croyances en lien avec le rôle de l'école. Donc le leur rôle est par rapport à l'école. Mais du coup, ces parents ont tendance à mettre plus des pratiques informelles. Ils disent c'est pas notre rôle de faire d'enseigner la lecture, d'enseigner l'écriture, et donc ils se dirigent plutôt vers des pratiques informelles, genre lecture partagée. C'est difficile, c'est contre-intuitif de voir dans les modèles comme ça, mais il y a une interprétation logique. Mais après, par rapport à ta question, et ça serait vraiment intéressant effectivement, mais à condition d'accéder à ces familles de milieux défavorisés, et c'est toute la complexité dans les travaux en éducation familiale. On a souvent milieu moyen et milieu favorisé. Donc, et ça, c'est une lacune vraiment, c'est une limite de la littérature sur la question. Le postulat de base, c'est quand même qu'il y a quelque chose de linéaire. Il y a linéaire, oui. Mais c'est peut-être la question de... C'est en ça que je dis peut-être la question du rôle, de poser la question aux parents, pour vous, est-ce que c'est le rôle de l'école? Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour... Est-ce qu'ils vont dire, bah, je sais que l'école ne le fera pas, mais ça devrait être son rôle? Ou, enfin, il peut y avoir des façons, en tout cas, dans la façon plus basique, où on ne demande pas aux parents de se positionner par rapport au rôle de l'école, celle qu'on a utilisée nous en mathématiques, de dire, est-ce que c'est important pour vous que votre enfant connaisse telle ou telle chose, mais sans demander est-ce que ça vient de l'école ou est-ce que ça vient de vous? Donc c'est flou sur la provenance. Là, on a une relation robuste, linéaire, sur toutes nos analyses. Donc peut-être qu'en fait, c'est aussi la question qui embarque d'autres, de demander est-ce que c'est le rôle de l'école ou pas? Comment les parents vont se positionner là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose presque politique, de dire oui, ça devrait être l'école, mais je sais qu'elle ne le fera pas? Enfin, je pense que c'est une question qui aussi embarque, c'est peut-être là aussi où il y a cette... Juste pour ne pas trop pour prendre le temps de la parole des échanges, juste une question, effectivement, j'ai pas beaucoup dit, mais je ne suis pas content de la manière dont on a mesuré les croyances. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais mis dans les prolongations d'une manière d'un petit peu, on en a discuté avec la CLIA pour plusieurs fois, donc il y a une autre manière de mesurer, d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus robuste les croyances. Voilà. J'avais une deuxième remarque, j'ai la parole, je trouvais très intéressant votre symposium avec justement, en tout cas pour moi, les connaissances nouvelles, et je me disais que finalement vos résultats montrent que selon les connaissances dont on parle, le rôle des pratiques parentales formelles ou informelles n'est pas le même, si j'ai bien compris. En mathématiques, c'est plutôt les activités formelles,
et en littératie, c'est plutôt les activités informelles. J'avais deux questions. La première, c'est que pour moi, dans la bon, peut-être que je me trompe, mais la littératie, il y a à la fois des aspects qui sont connaissance du vocabulaire et du coup plutôt langage oral, et des aspects qui sont plutôt langage écrit, connaissance des mots. Donc là, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à comparer, à diviser, puisque en fait, moi, en vous écoutant, je me suis dit, mais peut-être que ça renvoie aussi à la distinction qu'on fait dans les troubles du neurodéveloppement, parce que c'est un peu de l'âge vieux, entre finalement des troubles du neurodéveloppement qui concernent plutôt les apprentissages scolaires et orthographe, langage écrit et calcul, et d'un autre côté le trouble du langage oral avec Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, d'autant plus que j'ai souligné la limite du modèle de Sénéchal Lefebvre sur le formel informel et le modèle de j'arrive jamais à prononcer son nom, l'autre, non, celui de la phase Knigik, où il mettait l'accent sur le code et sur le sens. C'est une piste qui est nouvelle à explorer, effectivement. Ça rejoint ce que tu viens de dire. Donc, des activités plutôt sur. Si on est sur le sens, c'est tout ce qui est compréhension et vocabulaire. Et si on est sur le code, c'est d'autres éléments. Donc, c'est une nouvelle modélisation à explorer. Mais si je peux me permettre juste une nuance, le take-home message est un peu mauvais si c'est juste de retenir que c'est que les activités formelles. C'est qu'en fait, avec le questionnaire, c'est la seule chose qu'on capture en lien avec les mathématiques. Et effectivement, je ne vais pas développer davantage, mais les interventions cibles des activités informelles, elles montrent un lien. Lorsqu'on mesure le langage mathématique, c'est lors d'activités informelles, il y a un lien. Donc c'est peut-être plus un problème de mesure de ne pas réussir à capturer les activités informelles à travers des questionnaires que vraiment dire les activités informelles du quotidien en mathématiques n'ont pas d'influence. C'est plus que le questionnaire en lui-même n'est pas un bon outil pour permettre aux parents de, a priori, c'est une des hypothèses. En tout cas, ce n'est pas le message que je veux donner que de dire que ce n'est pas les activités informelles qui comptent, puisque les interventions qui ont montré des effets bénéfiques pour les familles, elles ont ciblé des activités informelles. Voilà, c'est la seule précision. Alors j'avais le mauvais message. Voilà, bah désolé, voilà. Mais oui, avec le questionnaire, on n'a montré que les activités formelles, mais c'est certainement un problème d'outil du questionnaire qui pose problème de comment on évalue avec précision des activités informelles qui sont moins conscientisées par les parents. Vous pensez qu'il y a des activités informelles mathématiques qui seraient tout aussi efficaces? Ah oui, bah, d'ailleurs, là, par exemple, l'intervention qui cible les activités de lecture avec du langage mathématique, on est sur une activité, d'après la terminologie, qui sera informelle, puisque c'est des activités de lecture. On a des activités qui montrent des effets de jouer à des jeux de plateau. Donc là, on est sur des activités informelles, en tout cas d'après la définition qu'on donne de l'informel. Après, la frontière entre formel et informel, oui, elle est très difficile aussi. Quelle est l'intention des parents quand on fait une activité? Est-ce que je suis dans une posture formelle ou informelle? Ça, c'est le chercheur qui dit lire dans son coin. Et en réalité des parents, c'est un peu difficile de les distinguer, quoi. Donc, c'est toute la complexité du domaine, quoi. Oui, Jérôme. Ouais, moi j'ai une question pour tout le monde, je suis sur le SES. Donc le SES, c'est ce truc dans lequel on met la profession, le revenu, les revenus, l'éducation. Et ça me semble, alors je veux bien croire que bon, ça est corrélé, mais n'empêche qu'on peut voir quand même des différences qui peuvent être assez significatives dans ce que ça capture. On peut imaginer effectivement plus il y a d'argent à la maison, plus il y a de boîtes de Lego, mais ça ne veut pas dire que les parents, ils ne peuvent pas aussi avoir un vocabulaire, etc. Et en fait, ma question, du coup, elle est un peu pour tout le monde. C'était je pense, dans la plupart des présentations, c'était la première, je ne sais plus si c'était l'éducation, je ne sais plus. Mais globalement, la question, c'est est-ce que dans la littérature, on a des indications comme quoi ça peut être intéressant de dissocier ces différents aspects, et est-ce que ça peut impliquer des choses différentes, par exemple sur ton modèle du CEF ou sur les apprentissages dans PISA. La dernière mention, c'était statut socio-économique et culturel aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est culturel là? C'est un peu large comme question, mais du coup ça englobe un peu. Bah effectivement, il y a une recherche qui a été faite donc, par l'ADEP, alors plus au niveau de la compréhension de l'écrit, par contre pas au niveau des sciences, mais qui a montré que justement cet aspect culturel, alors qui est mesuré, il peut être remis en question, hein, c'est mesuré en fait par le nombre de livres à la maison. Sachant qu'aujourd'hui, il y a les liseuses, etc. Bon voilà, on pourrait peut-être améliorer ça c'est certain, mais du coup cet aspect culturel en fait est particulièrement, enfin différencierait particulièrement sur la compréhension de l'écrit les élèves français. C'est quelque chose qui est typiquement français, ça concerne d'autres pays, mais notamment la France.
Donc voilà pour cet aspect culturel que j'ai rajouté moi. Voilà. Si je me permets. Du coup, par exemple, nous, dans notre méta-analyse, on a essayé de tester justement comme modérateur les différentes définitions que les gens ont eues de SES. Du coup, on voit notamment ce que c'est les composites, du coup, qu'on va mélanger plusieurs facteurs, que c'est notamment très culturel pays. Du coup, chaque pays va définir les différents critères d'importance. On a utilisé seulement les mesures de salaire et notamment seulement d'éducation. D'éducation seulement de la mère. Alors pour notre étude en France en crèche, on a eu aussi l'occupation et l'éducation des 3 personnes les plus proches. Et en fait, tout ça est corrélé entre eux. Et en fait, on est resté à publier plutôt, enfin tout ça c'est en supplémentaire immatériel aussi, mais à publier notamment avec l'éducation de la mère, parce qu'en fait, c'est la grande mesure qui est utilisée comme proxy pour la petite enfance. Du coup, dans la méta-analyse, en fait, on est dans plus du 60%, si je ne me trompe pas, de toutes les études aussi qui ont utilisé que l'éducation maternelle comme proxy. Donc, pour être plus comparable, en fait, dans ce qu'on demande. Et même dans ce domaine-là, est-ce que l'éducation maternelle, en fonction des pays, en fonction des différentes régions, de façon cross-culturelle, est-ce que ça veut dire la même chose? Du coup, c'est une vraie question qu'on se pose. Et je pense qu'on est tous d'accord à dire qu'aussi, en fait, le SES en soi, c'est rien. Enfin, c'est un proxy. C'est un proxy. Non, mais enfin, c'est un proxy de quelque chose de. C'est Claire qui nous a dit. Oui, c'est une variable distale. Exactement. En soi, en fait, non, c'est pas le SES, c'est pas ce statut vraiment. Il y a des choses derrière, il y a des pratiques, il y a des comportements derrière. Quelque chose qui est indexé par ce SES qui va avoir des implications. Ta remarque, Jérôme, pardon. Oui, c'est bon. Ta remarque, Jérôme, ça fait beaucoup de plaisir à mon collègue Alexandre qui a miroité de bonheur. Oh, c'est sûr, miroité de bonheur. C'est vrai que c'est un sacré boxon, la mesure des statuts socio-économiques. Et la méta-analyse qui existe, il y a une seule, à ma connaissance, c'est Serin en 2005. Sur l'impact du statut socio-économique, il date de longtemps et donc il distingue bien des facteurs économiques et des facteurs culturels. Mais quand on voit les mesures dans les recherches internationales, dans PISA et autres, les indicateurs sont multiples, on mélange le niveau d'éducation des parents, les professions, les revenus, et on met aussi l'équipement, la langue parlée à la maison. C'est des indicateurs qui sont très hétéroclites, et je pense qu'il y a... Et opaques, parce que Mylène disait, on n'a pas accès aux calculs faits pour ce score de PISA, on ne sait pas comment c'est calculé exactement. Et c'est vrai qu'il peut avoir un effet différentiel en fonction de est-ce que le niveau d'éducation a plus d'impact, ou les revenus des parents, ou la profession. Donc mais personne ne se lance dans ce chantier qui est un petit peu très difficile. Et à part la méta-analyse du Serin, moi, je n'ai pas trouvé de synthèse de la littérature sur la question. Moi, dans la première enfance, pour certains qui ont fait des études, ça corrèle plutôt correctement entre income et éducation. Oui, c'est ça, c'est les deux. Indicateur culturel, indicateur économique. Le rôle de l'éducation de la mère, puisque dans notre recherche aussi, c'était le facteur qui avait un impact. Nous n'avons pas le revenu, mais l'éducation de la mère. Ça ressort toujours, en fait. Nous, on n'a pas eu le droit de demander des revenus, par exemple. Avec le partenariat qu'on a fait avec les crèches, c'était hors de question qu'on demande les revenus aux parents. Donc, pour dire aussi les limites de ce que c'est demander ce genre de choses aux familles. Dans le contexte français, si je peux me permettre, donc il faut le demander. Nous, on le demande depuis 4-5 ans, et on a un retour de 80% des parents répondent sur le revenu quand on met des comment ça s'appelle, des plages. Des cases. Des plages, en fait, ouais. Donc des catégories. Et donc les parents répondent maintenant sans hésitation. Nous, c'est les crèches, le personnel du crèche qui nous a interdit. À l'Italie, il y a des grandes différences entre les personnes qui ont un travail en tant qu'employé ou libre professionnel. Puisque les uns connaissent les revenus nets, tandis que les autres connaissent les revenus bruts de leur activité. Et c'est vraiment difficile de comprendre quel est le critère avec lesquels ils répondent. Ils répondent, mais on ne sait pas si effectivement c'est correct ou pas. Ouais.
D'autant plus que, pour ajouter à ça, c'est en fonction du développement, on peut penser vraiment qu'il y aura différents facteurs du niveau socio-économique qu'on va indexer avec ces différentes mesures, qui auront des impacts différents. Dans la littérature de l'acquisition du langage, on va attribuer normalement à l'éducation maternelle tout ce que ça va être cette quantité d'input et quantité de paroles adressées à l'enfant, en fait, que ça va entraîner toute... Du coup, peut-être éducation maternelle et diversité de mots, produits, machin, ça va être peut-être plus indexé ce qui se passe en première enfance, mais pas forcément peut-être en fonction du développement de l'enfant. Donc en fait, on va taper peut-être à différentes choses en fonction de ces différentes mesures. Mais c'est une très bonne question. Et des différents rôles des mères et des pères. Absolument, absolument. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je ne suis pas du tout du domaine, donc peut-être je n'ai pas tout compris et je vais peut-être faire des erreurs. Mais si je comprends bien, tout simplement, quand on a des parents qui sont un peu des matheux, on a plus de chances de réussir dans les maths à l'école. Non, ça va faire... Statistiquement, encore faut-il que ce soit un parent matheux qui fasse des maths, enfin qui communique avec son enfant. Et en plus de ça, j'ai parlé de niveau de complexité, etc. Et il y a quand même une étude qui, justement, avec les livres, a montré qu'en fait, le fait de faire des activités super challengeantes avec son enfant, très compliquées, ça, en l'occurrence, ils avaient testé des livres avec des petits nombres et des livres avec des grands nombres. Et les grands nombres, ça ne faisait pas du tout progresser les enfants. Donc il faut aussi que le parent fasse des activités, un matheux qui ne sait pas se mettre au niveau de son enfant et qui ne fera pas des choses basiques avec son enfant, c'est pas forcément... mais quelqu'un qui se sent à l'aise pour manipuler les activités. À côté de ça, il y a aussi une école qui valorise les maths. Oui. C'est des enfants qui vont dans une école. Donc, si je fais le lien avec la présentation de Piaget ce matin, il y a un peu une habitus de classe moyenne qu'on retrouve dans l'école, que l'école valorise aussi pour classer les élèves. Et je me posais la question, vous avez donné un certain nombre d'éléments pour aider les parents des enfants, mais qu'est-ce que les profs font pour ces élèves qui viennent de milieux, on va dire, défavorisés scolairement, pour les aider dans ces domaines qui viennent peut-être pas de ce genre de milieu? Alors, le premier élément de réponse, quand même, par rapport au fait de dire que c'est un habitus, etc., toutes les études qui comparent les activités qui sont plutôt liées aux mathématiques versus langage, ou les croyances liées au langage versus mathématiques, il y a toujours une supériorité du langage dans les activités familiales et dans les croyances familiales. C'est-à-dire que, quand même, ce qui reste majoritaire quand on a un enfant en bas âge, c'est de faire des activités qui ciblent le langage plutôt que de se dire qu'on peut faire des choses qui ciblent les mathématiques. On va en le faire ou on va avoir conscience, ce n'est pas des choses qu'on fait consciemment. Ça, c'est pour le premier élément de réponse par rapport à l'habitus. Et ensuite, oui, tous ces travaux, ils ont aussi vocation... Là, on établit des éléments pour comprendre pourquoi il y a ce lien entre SES et développement de l'enfant, et même à un âge avant l'entrée dans l'acquisition formelle. Mais oui, bien sûr que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, et c'est notamment des éléments, la piste qu'a lancée Mylène à la fin sur le fait de faire attention au sens concret, au sens quotidien que ça va donner pour ces savoirs aux enfants. Donc là, elle parlait d'élèves de 15 ans, mais c'est vrai aussi pour des enfants plus petits. On peut imaginer qu'une des cibles qui pourrait être prise en charge par leurs enseignants, c'est de s'assurer que le savoir enseigné en mathématiques fasse sens pour tous les enfants et fasse sens à travers des activités concrètes, informelles, que certains enfants ne feront pas avec leurs parents, puisqu'on sait qu'il y a ces inégalités-là. Et donc, voilà, les activités de jeu, ça peut être prendre en compte l'aspect informel des mathématiques au quotidien, au sein de la classe, pour amener les enfants vers les mathématiques. Ça peut être une piste, un levier, en tout cas pour les plus jeunes. Je ne parle pas des collégiens à ce moment-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Oui. Moi non plus, je viens pas de domaine, je suis en didactique de mathématiques, donc voilà, je pense que vous avez dit que je connais bien en sciences aussi. Alors j'avais deux questions. La première, c'était sur le formel informel, mais vous avez un peu répondu parce que moi je me dis que ça doit être drôlement difficile d'arriver à mettre une frontière. Je ne vois pas tellement un parent qui dirait aujourd'hui j'achète un jeu, je vais jouer avec les enfants pour lui apprendre, enfin je sais pas, ça. Donc il n'y a pas vraiment une frontière. Alors la frontière, en tout cas dans les jeux, par exemple, si on tape sur les jeux et qu'on pose la question jeu, on va direct le mettre dans l'informel. Mais effectivement, on ne va pas du tout considérer comment le parent se positionne sur le jeu. Mais effectivement, il y a certains parents qui diront, moi je le fais en ayant conscience qu'on peut travailler des trucs et tout. Donc oui, cette distinction-là, quand elle a été créée, en tout cas sur l'informel formel en mathématiques dans les années 2010, elle a au moins eu l'avantage de prendre en compte dans ces questionnaires ces activités quotidiennes
qu'on a longtemps négligé par rapport aux mathématiques. Elle a au moins cet intérêt-là, c'est de mettre un peu plus le focus sur des activités de la vie quotidienne qui ne sont pas des activités d'exercice. Voilà. Ok, et du coup, ça rejoint un peu ma deuxième question, alors qui est peut-être complètement bête, parce que je le répète, je viens pas de domaine. Après, c'est vrai qu'elle est complètement naïve, mais vous avez dit, le résultat montre qu'on remet en cause l'hypothèse selon laquelle c'est la littératie qui avait le plus d'importance, c'est ça dans le... Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit on remet en cause le fait que ce serait que une question de langage. Voilà. C'est lié. Et moi, je me dis, je répète, je pense de l'extérieur, mais comment on a pu faire une telle hypothèse? Bah oui, comment? Bah en fait, il faut vraiment imaginer que la question des mathématiques dans ces inégalités, ça a vraiment été là, j'ai montré ce graphique qui montre cette courbe exponentielle, mais jusque dans les années 2010 et même 2015, moi quand j'ai commencé ma thèse en 2007, j'ai pu faire une revue de la littérature extensive, ce que peu de gens peuvent faire, parce qu'il n'y avait rien ou quasiment rien sur le sujet. Donc c'est vraiment, c'est un peu le maillon de, je pense que derrière les mathématiques, il y a cette idée toujours de méritocratie ou de don, voilà, et qui reste très prégnante. Et donc la question de l'influence socio-économique sur des aspects purement mathématiques, et pas dire uniquement ah mais c'est le langage qui influence, hein, ça a été très tardif. Mais c'est ce qu'on retrouve en sciences aussi. Hein. Oui, en sciences aussi, je sais. Ouais. Mais ça va dans le bon sens puisque ça se développe totalement différemment. Donc en fait, c'est parce que ça n'avait pas été... Ah oui, oui. Voilà, c'est ça ce que... Et du coup, les premiers travaux qui l'ont fait par ce biais-là. Mais c'était les premiers. On ne peut pas... ne leur jetons pas la pierre. Les sociologues, ils regardent ça aussi. Hein, Et bien, les sociologues regardent très peu l'apprentissage des mathématiques, en fait. L'apprentissage des mathématiques, c'est aussi complètement délaissé dans la sociologie. Et quand c'est étudié sous la question du genre, comme un objet culturel dans lequel on s'identifie ou pas. Ah non, mais il y a... Les mathématiques? Quelle apparat, notamment, en maternelle. Qui fait quoi? Sur la littératie en mathématiques, c'est l'apparat. L'apparat et Marguerite. Marceline Lapparat. Sur la maternelle, Mais ça va surtout être le genre, en fait, qui a un... Pas dans l'apparat, mais je ne connais pas du tout l'ouvrage que vous citez, il faut que je regarde... Mais ça reste une... Marceline Lapparat, c'est Marceline Lapparat, c'est ça, oui. Faut que je Bah, regarde. effectivement, il y a quelques travaux, mais en fait, quand on voit effectivement ce que veut dire Clélia, c'est l'ampleur des travaux en sociologie sur le langage. Il y a les travaux de Bernard Lahire, plein d'autres, toute l'école, etc., mais aussi des travaux d'autres chercheurs. Mais c'est vrai que la part consacrée à la sociologie pour la numératie, elle est vraiment très, très... Il existe, mais effectivement, il existe des travaux. Je me renseignerai sur le... Mais en fait, l'ampleur n'est pas importante. Ok. sur les questions langagières, ils regardent aussi l'usage, les milieux défavorisés, les connecteurs, les si, alors, les donc. Et il y a une différence entre les milieux favorisés et défavorisés pour utiliser ces mots-là. Et on pense que ça a un impact sur les produits d'apprentissage. C'est vrai, c'est... Non, mais je regarderai. Merci. Oui, tout à fait. Je crois que l'origine des recherches sur l'influence des milieux socio-économiques sur le développement sont les recherches des années 70, je crois, sur les codes restreints et d'élaborer Einstein. de raisonnement Oui. qui était lié au niveau C'est vraiment- à la culture plus en général. Je crois que c'est pour ça qu'on parle de langage. Oui, c'est vrai, tu as raison, et c'est plutôt sociologique, c'est plutôt plus sociologique. La psycho est arrivée, la psycho, les sciences cognitives Très sont tardivement à ces questions-là, oui. Mais à la base, c'était des travaux sociologiques. Oui. On peut prendre juste une dernière question, puis après, je suis désolée, mais on va Ouais, passer bien au sûr. sujet parce qu'il y a le symposium suivant qui arrive. Il n'y a peut-être pas de dernière question, qu'on peut retirer dès maintenant. Ah si. S'il y a d'autres questions, moi, je veux bien revenir sur la question de ce que font les enseignants, et notamment parce que j'ai été enseignante. Et en maternelle, entre 3 et 6 ans, en fait, le fil rouge, c'est d'aborder chaque notion de plein de façons différentes, donc avec plein d'activités. Certaines vont être ritualisées, donc répétées, sont plus ou moins explicites, d'autres vont aborder de façon plus ou moins implicite, par l'intermédiaire du langage ou pas. Et en fait, c'est cet abord de plein de façons différentes qui va permettre à un enfant donné à un moment de se saisir
du concept et ensuite de pouvoir le réinvestir. Et ça, c'est favorisé par la répétition. Donc, c'est pas. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de proposer à des enfants qui sont à des niveaux de développement quand même très variés. On a des écarts très importants, même au sein d'une même classe, surtout quand les niveaux avec les on a quasiment 3 ans d'écart en termes de niveau entre les enseignants. Et c'est vrai que c'est de leur permettre de se saisir au moment où ils sont prêts, en fait. Et moi, j'ai l'impression que l'impact des pratiques familiales vont venir en relais un petit peu de l'école et permettre de réinvestir à la maison et permettre de réinvestir à l'école ce qui a été fait à la maison, qui est une espèce de pont qui se fait. Et c'est ça qui va faciliter l'entrée dans les apprentissages un petit peu plus. Oui, tout à fait. De toute façon, dans les études qu'on fait, on est sur de la corrélation et il y a aussi des études qui montrent qu'en fait, c'est l'intérêt de l'enfant pour les mathématiques ou pour des contenus qui va driver les activités parce que en fait, le parent va vite se rendre compte aussi si l'enfant. Il y a aussi, bien sûr, c'est pas la relation. Là, on la présente de façon unidirectionnelle, mais elle est bien plus complexe que ça. Et oui, tout à fait. Mais après, il faut aussi que le parent soit capable de se saisir de l'intérêt de l'enfant à ce moment-là, il sache proposer des activités, etc. Ou que. Je m'excuse, mais M. Piaget, ce matin, on nous a présenté que l'intérêt de l'enfant, il ne vient pas d'une peur. C'est une structure mentale que la société met dedans. Et les parents rentrent là-dedans. C'est ce qui a été expliqué ce matin. Peut-être c'est faux. Alors, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être. Non, en l'occurrence, la réponse, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui. Le propos de Piaget, il a quand même. Il y a quand même des choses où on sait que c'est quand même aussi nourri par ce qui se passe autour de lui à ce moment-là. Et l'école est quand même un facteur. On ne peut pas négliger le rôle des apports de l'école. Et effectivement, on peut imaginer que si il se met en place certains savoirs à l'école, l'enfant va avoir un intérêt pour ce savoir. Voilà. Oui.